Donc pour vous répondre sur cette question, je dirais que on a parlé beaucoup de bande dessinée, on parle aussi d'auteurs de science-fiction en littérature. Lorsqu'on étudie en fait tous les auteurs de science-fiction, quel que soit leur support de ces années-là, on se rend compte qu'il y a vraiment tout et son contraire. Le thème du surhomme est fort, quel que soit ce qu'on y met derrière. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a autant effectivement les slans de Van Vogt qui sont un peu dans cette image quelque part, hein, qui sont dans cette image de supériorité par rapport à l'homme normal. Ce sont les élus en quelque sorte. Mais on a aussi l'inverse avec Theodore Sturgeon, où les plus qu'humains, c'est le titre de son roman, les plus qu'humains sont des idiots. Le premier personnage que l'on découvre est un demeuré mental, qui ne parle pas, qui ne sait pas parler. Il y a deux petites sœurs noires qui font de la télékinésie, dans la téléportation, elles se téléportent sans cesse de partout. C'est pareil, elles sont incapables de parler. Ce sont des enfants. Il y a ceux qui sont capables de manipuler les esprits. Il y a plusieurs capacités qui sont réunies, capacités extraordinaires, chez une série d'enfants, d'anormaux ou d'idiots. Hein, vraiment d'idiots, ils sont considérés par les adultes comme des idiots, et ensemble ils forment une sorte d'homo-gestalt. Et c'est le collectif de ces surhumains qui sont des sous-humains qui crée quelque chose d'extraordinaire. Et ça c'est essentiel, c'est-à-dire qu'en fait, entre Stapleton avec son rien qu'un surhomme, qui est une sorte de génie qui vivrait normalement 400 ans, 500 ans, mais qui est complètement isolé, qui quelque part, qui normalement ne devrait pas passer 9 mois avant de sa mère, mais 12 mois. Il y a en fait dans les auteurs en fait, qu'on retrouve dans l'âge d'or, des tas de variations sur le surhomme qui vont dans un sens ou dans l'autre en fonction des idées qui étaient celles des auteurs tout simplement, ou de leurs éditeurs. Donc on retrouve voilà, une immensité de possibilités, dont celle excessivement poétique et assez surprenante de Theodore Sturgeon, qui, il faut quand même le dire, était l'un des grands noms de l'âge d'or. Dans les pulps, dans Astounding, qui est le grand journal de pulp qui publie des feuilletons de Campbell, qui est la référence par rapport à l'âge d'or, eh bien, on y retrouve autant Van Vogt, avec ses slans, que Theodore Sturgeon avec les plus qu'humains. C'est-à-dire deux visions totalement opposées de ce que pourrait être un surhomme. Et c'est vrai que John Carter en est une autre. Hein. John Carter sur Mars de Edgar Rice Burroughs, qui est l'auteur de Tarzan, il n'a rien d'extraordinaire en tant que tel. C'est le fait de se retrouver sur Mars avec une gravitation différente, il va faire de lui un héros. Donc il est héros presque par défaut, en quelque sorte. Et ce qui va en faire de lui le vrai héros, en l'occurrence, c'est ses valeurs morales. En fait. Et c'est ça que raconte finalement les aventures de Mars de Edgar Rice Burroughs. Et c'est un peu la même chose avec Rogers ou Flash Gordon. Absolument, mais je rebondirais bien sur ce qui vient d'être dit là. C'est à la limite peut-être plus que le thème, moi, qui m'intéresse, c'est les conditions d'apparition du thème au niveau culturel. Et cet énorme laboratoire de variation que représente la culture de masse, les pulps de l'époque, et tous ces auteurs qui crèvent un peu la faim, il faut bien dire, qui produisent chaque mois autant que possible à la ligne des histoires comme ça. En fait, ils créent une espèce de bruissement autour de ce thème, qui voit émerger des figures qui font mouche. Certaines font mouche, d'autres sont complètement oubliées. Et d'une certaine manière, la culture et la masse se reflètent dans cette production de héros et de récits. Et de temps en temps, il se passe, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais d'un travail sémiotique, parce que ce bruissement là de forme qui se fait dans des conditions en fait quasi foraines. Hein. En fait, la production de pulp, comme la production de bande dessinée à la période des années 50, est une production qui teste des idées en permanence avec beaucoup de rotation et beaucoup de variations, et qui, quand une idée fait mouche ou une amorce de succès se dessine, on tire sur ce fil et on augmente. Donc il y a un côté presque darwinien dans la création de ces personnages même. Là je fais de la méta, je m'intéresse en fait plus à la façon dont travaillent les auteurs et aux conditions de production de la littérature, au thème lui-même en réalité.
parce qu'on voit ce type de production culturelle qui émerge à certains moments, dans certaines périodes. Dans la bande dessinée autour de 1900, il y a eu une espèce de période de foraine aussi, de production qui a créé la bande dessinée moderne. La période foraine des années 40 et 50 au niveau de la création des super-héros est aussi une période comme ça dans laquelle on produit un nombre considérable de propositions très très variées et dans lequel le public finit par sélectionner les figures qui l'intéressent et peu à peu il y a une dérive qui se produit qui est presque, je dis, darwinienne au sens culturel. Et donc voilà, dans ce sens-là, je suis tout à fait d'accord avec ta description qui est absolument typique de ce type de moment forain dans la production culturelle. Merci, parce que je vois que l'heure tourne très très vite. Il me semble aussi que lorsqu'on parle du surhomme, il y a une composante qui est très importante chez beaucoup d'auteurs. C'est en fait le sentiment de peur que génère l'apparition du surhomme par rapport à l'homme normal, hein, parce que le surhomme, c'est celui qui risque de nous remplacer. Et il me semble qu'il y a une particularité dans cette littérature, entre autres, c'est lorsqu'on parle des robots, parce que le robot, c'est dans les années 40-50, c'est le surhomme mécanique que nous avons créé et qui va nous remplacer. Donc, je ne sais pas qui voudrait en parler. Ça commence avec Hans Hitler, par exemple. Oui. Puis ça commence en Europe, d'abord, les histoires de robots. Je vais donner un petit cours là-dessus. Voilà, je vais donner juste ce soir, je vais en parler dans un cours du soir si ça vous intéresse. Mais les robots donc sont créés, enfin le terme de robot, robota en tchèque, est créé donc dans la pièce de théâtre de Roure, Rossum Universal Robots, donc de Karel Čapek en 1921. Et là c'est très très clair, c'est-à-dire que les robots qui ont été créés au départ finalement pour aider l'homme dans cette organisation scientifique du travail, on en revient toujours, on est toujours dans les années 20, eh bien va finir dans la pièce, ça finit très très mal pour l'homme, puisque les robots tuent quasiment tous les humains et l'homme se retrouve totalement finalement isolé et a été remplacé par les robots. Et donc, alors chez les frères Binder, donc aux États-Unis, Adam Lynx, qui est donc le premier robot finalement créé, est quand même un bon robot entre guillemets. Comme d'ailleurs chez Asimov, avec des nouvelles par exemple comme L'homme bicentenaire ou iRobot d'ailleurs. Et donc on a deux figures dès le départ finalement du robot, parce que le robot c'est la créature que nous avons créée, qui va nous remplacer et qui va même surpasser finalement le surhomme. Je ne sais pas si je suis encore dans le thème, mais comme l'heure tourne, ce qui m'intéresse aussi, c'est la relecture de ces super-héros de l'âge d'or et de l'âge d'argent aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on en dit aujourd'hui aux États-Unis, et notamment qu'est-ce que la télévision américaine en dit. Et par exemple, Battlestar Galactica, c'est une relecture de Karel Čapek qui est évidente. Et le surhomme, c'est dans un premier temps le robot, voire plus, j'en dis pas plus pour ceux qui suivent, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est, je pense que le public connaît, c'est le surhomme aujourd'hui à la télévision américaine, c'est Sheldon Cooper dans Big Bang Theory, où Sheldon est entièrement nourri de surhomme, il ne lit que des bandes dessinées, c'est d'ailleurs DC Comics qui plaît à Sheldon, où il y a la Lanterne Verte, Flash, etc. Lui-même se considère comme étant supérieur à tout le monde, il est littéralement un surhomme, et le fait est que, du point de vue de son quotient intellectuel, c'est un surhomme. On apprend dans un épisode que le Pentagone le surveille, donc connaît sa valeur, mais qui téléphone à sa mère pour le calmer. Donc là aussi, on retrouve toute la composante militaro-scientifique, etc. Et je pense que Sheldon Cooper, dans Big Bang Theory, est une relecture amusée, avec beaucoup de second degré, de la culture américaine vis-à-vis de ses racines et vis-à-vis de ce qu'il a fondé. Oui, alors on va mêler toutes ces questions vu qu'il reste peu de temps. Par rapport aux robots, pour simplifier et pas pour entrer dans le détail, je dirais que arrivé à un certain stade
le robot, tout comme l'extraterrestre, par exemple chez Philippe K. Dick, tout comme le mutant, le précognitif de Philippe K. Dick, et les surhommes qu'il y a chez Philippe K. Dick sont également d'ailleurs là encore des sous-hommes, définissent une figure qui est celle de l'autre. C'est pour ça qu'on retrouve ça chez Sturgeon, c'est l'autre radical, celui qui est vraiment différent de moi, mais que je ne peux pas juste considérer comme un inférieur. Et c'est le cas bien parfois du robot lorsqu'on pousse le bouchon dans le futur, c'est le cas de l'extraterrestre qui peut être plus empathique que moi-même, c'est le cas du saint qu'est ce mutant chez Philippe K. Dick, ou au contraire d'un autre type de mutant qui est une sorte d'être prédateur absolument horrible qu'on retrouve dans une nouvelle de Dick qui s'appelle l'homme doré. Donc on retrouve là encore toutes ces figures, mais je crois que cette notion du différent, de l'autre, en plus ou en moins, est une notion qui est assez essentielle, et effectivement qui explique, pour rebondir, qui explique pourquoi cette idée-là du surhumain et du surhomme reste excessivement prégnante aujourd'hui, voire renaît de manière très très forte avec la génétique, avec ce qu'on appelle la singularité, les promesses de l'homme augmenté, et quand on y réfléchit bien, certes il est né qu'en 1963, mais Iron Man, avec Jarvis qui le guide, est un homme augmenté, est un surhomme. Et il est totalement normal, c'est son armure qui le rend plus. Voilà. Et ça c'est comme une sorte de passage vers toutes ces facettes quelque part du surhomme, du surhumain, qui est parfois le différent, qui a des problèmes un peu comme les super-héros, d'adolescents, de couple, et c'est ce qu'on va retrouver sans cesse quelque part dans ce qui va suivre, et qui continue à motiver un grand nombre de jeunes, de scientifiques, de gens aujourd'hui. Merci. Alors, comme je vois que l'heure a tourné très